Merci à toutes et à tous d'être là. On est évidemment très heureux d'avoir Jean Quétier avec nous pour cette conférence sur Gramsci. Donc, en sachant, voilà, comme vous l'avez vu sur l'affiche, Jean a écrit un livre avec son co-auteur Florent sur Gramsci, donc, dans la collection Découvrir aux éditions Sociales. Il a aussi participé à un ouvrage qui a dans le même un peu ce travail de vulgarisation, de médiation autour de la pensée de Marx, autour de Engels. Tu as un doctorat en philosophie que tu es en train maintenant de prolonger par un post-doc en Allemagne. Donc voilà, pour nous, préciser quand même, c'est la jeunesse, les jeunes pop, donc la jeunesse du Parti du Travail et le Parti du Travail. Pour nous, c'est important d'organiser ce genre de moments. Ça permet de discuter, ça permet aussi de poursuivre aussi le travail de ton livre, donc de faire découvrir comme ça des pensées, des penseurs et des penseuses qui nous semblent importantes pour nous. Puis après, Gramsci, je trouve personnellement qu'il y a aussi quelque chose de particulièrement important parce que c'est quelqu'un dont on entend des fois assez souvent parler autour de concepts. On a entendu parler d'hégémonie, de crise organique, de choses comme ça. On a tout un cheptel en fait, de termes qui sont associés à Gramsci sans être forcément compris ou forcément expliqués de façon, disons, sérieuse, on va dire. Donc c'est aussi un peu l'enjeu, je pense, pour nous ce soir, d'avoir voilà, une discussion, d'abord une conférence, ensuite une discussion autour de la pensée, une des pensées à mon avis les plus importantes du siècle dernier. Donc voilà, merci beaucoup et puis bonne conférence. Alors moi je vais commencer, disons, mon intervention en partant d'un point qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire le fait que la pensée de Gramsci, peut-être plus que d'autres pensées qui viennent de la tradition marxiste, est une pensée qui, aujourd'hui, dans le débat public contemporain, est une pensée qui est mobilisée, ou en tout cas, le nom de Gramsci et quelques termes qui lui sont associés, notamment, comme ça vient d'être dit, le terme d'hégémonie. Ce sont des termes qu'on va entendre dans la bouche de gens tout à fait divers. Hein. Et c'est le cas de Gramsci est de ce point de vue-là un cas assez intéressant, puisqu'au fond tout le monde s'en revendique dans le champ politique aujourd'hui. Hein. Il y avait il y a quelque temps un article dans le journal Le Monde diplomatique, un article de Razmik Kecheyan, qui est quelqu'un qui avait fait d'ailleurs une anthologie de textes de Gramsci, et qui disait à propos de Gramsci que c'était une pensée devenue monde. Une pensée devenue monde parce qu'en fait tout le monde s'en revendique finalement de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce qui peut paraître assez étonnant au premier abord, puisque, comme je vais essayer de le montrer, Gramsci est quand même un penseur marxiste qui est tout à fait ancré dans la tradition communiste, et donc il y a quelque chose d'assez déroutant dans la façon dont le nom de Gramsci peut être sollicité. Alors, vous m'excuserez de prendre un exemple français, mais je pense qu'il est suffisamment parlant pour la Suisse également. Hein. C'est le cas de Nicolas Sarkozy. Alors, vous allez dire, oulala, ça commence bien, il commence conférence citer Nicolas Sarkozy. C'était en 2007, donc 2007 c'est l'année où Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en France. Et quelques jours avant son élection, il fait une déclaration dans le Figaro, donc le Figaro, quotidien de la droite française dans toute sa splendeur. Et il dit la chose suivante, alors je cite Sarkozy, hein, « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là », nous dit Sarkozy en 2007. Alors en plus c'est faux, parce que ce n'est pas la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là, puisqu'il y a une espèce d'offensive, un peu de récupération de la droite et de la droite dure hein, sur la figure de Gramsci, qui est en fait plus ancienne que ça. Hein. On trouve ça déjà dans les années 70, dans toute la mouvance qu'on appelle la nouvelle droite, hein, chez les théoriciens d'extrême droite comme Alain de Benoît, par exemple. Hein, vous avez ça. Il disait lui-même hein, « Je veux faire un gramschisme de droite en disant explicitement « Je veux récupérer la théorie de l'hégémonie culturelle, justement, pour la mettre au service
des valeurs de la droite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve, très présent. Et alors, moi, le point qui m'intéresse là-dedans, parce qu'évidemment, ça paraît ça peut paraître un peu grotesque ou un peu caricatural, c'est que dans cette lecture-là, qu'on trouve dans la citation de Nicolas Sarkozy que je vous ai donnée, c'est une lecture de Gramsci qui est très réductrice, qui est tronquée en quelque sorte, parce qu'elle, au fond, elle se résume par la phrase que dit Sarkozy, le pouvoir se gagne par les idées, comme si, au fond, la pensée de Gramsci se résumait, au fond, comme si sa théorie de l'hégémonie, ça se résumait à cette idée-là, et que donc, précisément parce que ça se résume à cette idée-là, elle n'a aucun contenu. C'est une théorie, finalement, que tout le monde peut s'approprier, puisque elle consiste, au fond, à dire qu'il faut mener la bataille culturelle. Et ce type de lecture-là, qui explique un peu ce recours à Gramsci dans le débat politique contemporain, il me semble que c'est une lecture qui, appauvrit la pensée de Gramsci. Et moi, le point qui m'intéresse un peu pour introduire l'analyse que je vais essayer de vous proposer de la question de l'hégémonie et ensuite des intellectuels organiques, qui va être un peu la trame de mon exposé, c'est que paradoxalement, cette lecture un peu appauvrissante de Gramsci, on la retrouve aussi chez un certain nombre de théoriciens de gauche. Alors, évidemment pas au service des mêmes idées, mais vous avez par exemple dans toute la mouvance qu'on appelle le populisme de gauche aujourd'hui, vous avez une tendance aussi à faire ce type d'usage-là de Gramsci, c'est-à-dire à considérer que c'est essentiellement du côté du discours, de la construction d'un discours, indépendamment, comme je vais essayer de le montrer, de l'ancrage dans une analyse de classe, donc qui s'inscrit dans la tradition marxiste, qu'on peut mobiliser Gramsci. Et donc, il me semble que ces lectures-là, qui réduisent en fait Gramsci à la question de la bataille des idées, elles ont pour point commun, par-delà les objectifs politiques très différents au service desquels elles peuvent être mises, de proposer une interprétation que je dirais qui n'est pas matérialiste de Gramsci. Matérialiste au sens marxiste du terme, au sens où elles peuvent laisser penser qu'il y aurait une sorte de toute-puissance des idées qui serait un peu conçue du point de vue d'une théorie de l'idéologie comme pure puissance disons, de mystification ou de manipulation des masses, avec l'idée que, disons, on pourrait, à partir du moment où on disposerait, disons, des moyens de production des idées, je sais pas, les médias, tout un tas d'instruments de production du consentement, etc., culturel, parce qu'il y a beaucoup d'idées de bataille culturelle, qu'au fond, on pourrait manipuler les masses de façon plastique, qu'on pourrait tout à fait les convaincre de la légitimité d'une domination contraire à leurs intérêts sans leur proposer la moindre contrepartie matérielle, disons. Or, il me semble que justement, l'intérêt de la théorie de l'hégémonie de Gramsci, comme je vais essayer de vous le montrer, c'est qu'elle ne se réduit pas à cette idée d'un travail idéologique de persuasion qui réduirait en fait ceux qui, disons les groupes sociaux, à une sorte de pâte à modeler qu'on pourrait manipuler de façon complètement plastique. Et justement, Gramsci est quelqu'un qui considère que
pour produire de l'hégémonie, ben, le discours, la parole, c'est pas quelque chose qui suffit. Hein. Et alors, je vous donne juste un petit exemple pour essayer de vous montrer ça, de façon rapide en introduction, avant de rentrer vraiment dans l'analyse du concept d'hégémonie. Gramsci, c'est quelqu'un qui s'est intéressé, par exemple, au fonctionnement de ce qu'on appelait le compromis fordiste aux États-Unis. Comment est-ce que, bon, pour le dire rapidement, le patronat aux États-Unis parvient à faire accepter la domination capitaliste. Et ce qu'il montre, justement, c'est que le travail d'hégémonie dans ce contexte-là, ce n'est pas quelque chose qui passe uniquement par sorte de bataille des idées, de discours, etc., mais aussi par une politique des hauts salaires qui va conduire à la satisfaction partielle d'intérêts bien matériels et que de ce point de vue-là, la question de l'hégémonie, elle ne se joue pas simplement dans les lieux de production culturelle, les grands médias, etc. Hein. Gramsci le dit, il dit que l'hégémonie, dans ce cas-là, elle prend naissance dans l'usine. Hein. Que pour s'exercer, elle n'a pas besoin, ou elle n'a besoin, comme il le dit, que d'un minimum d'intermédiaires professionnels de l'idéologie. Donc on a, dans ce cas-là, vraiment une théorie de l'hégémonie qui va être une théorie matérialiste. C'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Et par ailleurs, moi je voudrais aussi, dans le cadre de cette intervention, essayer de mettre en garde contre une tendance qui est peut-être un peu rapide qu'on peut avoir, de classer Gramsci dans une sorte de marxisme occidental. Hein. Je reprends une expression qui avait été beaucoup popularisée par quelqu'un qui s'appelle Perry Anderson, hein, qui avait parlé de marxisme occidental, pas simplement parler de Gramsci, mais parler de toute une génération, disons, d'intellectuels marxistes qui, disons, se serait un peu distingué d'un marxisme plus traditionnel, plus identifié directement au léninisme, etc. Et dont, disons, la caractéristique, hein, c'est comme ça que Perry Anderson hein, présente les choses, c'est justement plutôt de se focaliser sur les questions idéologiques et culturelles plutôt que sur les questions de stratégie politique au sens le plus direct du terme. Et alors, il y a une tendance justement à mettre un peu Gramsci de ce côté-là et du coup à vouloir couper très nettement, très fortement le lien que Gramsci a pu entretenir avec tout ce monde, disons, du marxisme issu aussi de la révolution bolchevique, issu du léninisme. Ce qui en réalité, alors évidemment il y a des spécificités de Gramsci, mais il y a une continuité forte néanmoins parce que couper Gramsci de toute cette tradition-là, c'est aussi le couper ses productions théoriques de son parcours biographique. Et il me semble que ça, c'est un point qui pose problème dans un certain nombre de lectures de Gramsci, qui au fond le coupe un peu de ce contexte marxiste-là, puisque Gramsci, hein, je donne que quelques petits exemples, mais pour vous montrer tout ce lien-là, hein, Gramsci c'est quelqu'un qui est représentant de l'Italie auprès de l'internationale communiste à Moscou en 1922. Gramsci c'est quelqu'un qui va être secrétaire général du Parti communiste d'Italie hein, en 1926. Et donc il y a quand même tout un lien avec cette tradition historique et théorique. Ce qui ne veut pas dire évidemment que sa vision du marxisme ne serait pas novatrice par rapport à toute cette tradition-là, mais ça veut dire qu'il n'est pas coupé de cet univers-là. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Alors Gramsci, c'est quelqu'un, hein, peut-être pour vous donner un petit peu aussi un aperçu sur son travail, Gramsci, il est surtout célèbre pour un ensemble de textes qu'on appelle les cahiers de prison. Hein, donc c'est des textes que Gramsci rédige en gros entre 1929 et 1935 dans
dans sa prison, puisqu'il est quelqu'un qui est emprisonné par le fascisme. Et ces cahiers de prison, donc c'est un ensemble très gros, hein, qui fait près de 2000 pages, et qui tente, hein, d'une certaine façon, de proposer une sorte de refondation de la théorie marxiste. Et alors, c'est vrai que, disons, les textes de Gramsci sont souvent assez difficiles à lire comme ça, sans accompagnement. Et c'est aussi pour cette raison qu'avec Florian Gully, on a essayé, dans le Découvrir Gramsci, de proposer aussi une aide à la lecture de Gramsci. Pourquoi c'est particulièrement difficile de lire Gramsci? Parce que il était, en fait, les cahiers de prison, alors évidemment il y a aussi d'autres textes, mais c'est vrai que la plupart des analyses qu'on mobilise en général autour de Gramsci, c'est souvent des textes qui sont issus des cahiers de prison. Ce sont des textes dont Gramsci lui-même disait qu'il les avait écrits dans un style pénitentiaire. Alors pourquoi pénitentiaire? Tout simplement parce que Gramsci, quand il écrivait sur ses carnets, était soumis à une sorte de surveillance constante, hein, de la part du gardien de prison. Et de ce point de vue, l'écriture même de Gramsci est très difficile à lire parce qu'il est obligé d'employer tout un tas de formules pour qu'en gros le gardien de prison lambda ne soit pas capable de comprendre de quoi il parle, ce qu'il dit, etc. Donc il va... c'est assez obscur parfois parce qu'il y a plein d'allusions, puis il va utiliser soit des périphrases, hein, c'est-à-dire qu'il ne va jamais écrire marxisme, parce que voilà, marxisme, hein, il va dire la philosophie de la praxis, ou alors il ne va pas dire Lénine, il va dire Ilitch, hein, parce que Vladimir Ilitch Ulyanov, voilà, bon. Et bon, parce que ça permet en quelque sorte de contourner la censure. Et de ce point de vue, ça rend évidemment la lecture pour nous aujourd'hui difficile si elle n'est pas un peu accompagnée, explicitée. Mais je pense qu'il faut avoir ça en tête aussi pour comprendre comment l'œuvre de Gramsci peut faire l'objet aussi d'interprétations si différentes. Elle fait aussi l'objet d'interprétations différentes parce que précisément le style de Gramsci est un peu sibyllin, un peu obscur, et donc ouvre la porte à tout un tas de lectures possibles. Alors ça fait aussi sa richesse évidemment, hein, comme la plupart des textes de ce genre, mais ça rend aussi la lecture un petit peu difficile. Donc voilà, disons, panorama un peu introductif et en lien avec, disons, les lectures contemporaines de Gramsci, les interprétations qu'on peut en faire. Et moi, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous présenter brièvement, hein, ce qui, à mon avis, constitue les deux grands apports. Il y en a évidemment tout un tas d'autres, hein, de l'œuvre de Gramsci. D'une part, sa théorie de l'hégémonie et son concept de guerre de position, hein, qui est aussi beaucoup mobilisé. Et d'autre part, sa théorie de ce qu'il appelle le prince moderne, en fait sa théorie du parti politique et des intellectuels organiques. Je vais essayer de vous présenter ça en deux temps, et donc je commence par la question de l'hégémonie. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, les cahiers de prison, c'est une sorte de tentative de refondation de la théorie marxiste. Hein. Et aux yeux de Gramsci, cette sorte de refondation de la théorie marxiste, elle a notamment pour objectif de permettre d'affronter les enjeux spécifiques de ce qu'il appelle la crise organique moderne. Crise organique. Et c'est quoi cette crise organique moderne? C'est en fait le terme de crise organique, c'est ce qui va lui servir, enfin le concept de crise organique, c'est ce qui va lui servir à analyser des situations un peu d'interrègne, comme celle dans laquelle il vit lui-même, dans les années 1920-1930, dans lesquelles, hein, comme il le dit, je cite, hein, la classe dominante a perdu le consentement. Hein, elle a perdu le consentement. Pourquoi, nous dit-il? Parce qu'elle n'est plus dirigeante, mais uniquement dominante. Alors, dirigeante et dominante, hein, donc on a une première distinction, hein, entre direction et domination. Dominante, nous dit-il, hein, c'est-à-dire seulement détentrice d'une pure force de coercition. Hein, donc la domination, elle va être du côté de la coercition, et la direction va être du côté du consentement. Et ça, c'est une polarité qui est très importante dans l'œuvre de Gramsci, hein, cette polarité de la direction et de la domination, ou encore de la coercition et du
consentement. Toute la théorie de Gramsci va essayer un peu de réfléchir sur ces situations-là, et donc comment, en gros, on considère qu'une classe ne peut pas se maintenir durablement si elle fonctionne uniquement sur la coercition, sur la violence, sur la force. Elle a besoin aussi de s'appuyer sur une forme de consentement, encore de direction, comme il le dit. Alors cette situation qu'il essaye de caractériser comme crise organique, parle aussi de crise d'autorité, disons de l'ordre dirigeant. Eh bien, c'est une situation qui se caractérise par l'ouverture de champs de possibles contradictoires. Alors vous avez ça, c'est une des citations les plus célèbres de Gramsci. Vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est « L'ancien meurt, le nouveau ne peut pas naître ». Et c'est dans cette situation d'interrègne, alors selon les traductions, vous avez que surgissent les monstres, ou dans quelque chose qui est un peu plus proche du texte italien, que surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Alors c'est souvent on la cite souvent comme ça, dans cette situation, l'ancien meurt, le nouveau ne peut pas naître, et donc les monstres surgissent, mais on oublie en général que Gramsci ne dit pas juste que les monstres surgissent, mais il dit aussi que on se trouve dans une situation qui propose les conditions les plus favorables pour une expansion inouïe du marxisme. C'est les deux. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une lecture un peu moins pessimiste aussi du diagnostic fait par Gramsci. Et donc, c'est dans ce cadre, dans le cadre de réflexion sur cette situation de crise organique, que Gramsci va essayer de proposer une réélaboration du concept d'hégémonie, aussi bien sur le plan analytique que sur le plan stratégique. Alors je dis réélaboration parce qu'en fait Gramsci, ce n'est pas l'inventeur du concept d'hégémonie. Et ça n'est pas l'inventeur du concept d'hégémonie dans le marxisme lui-même. Contrairement à ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut dire parfois. Puisqu'en fait le concept d'hégémonie dans le marxisme, avant Gramsci, il est déjà très présent dans les débats internes. Disons, déjà au début du XXe siècle, vous avez la question du concept d'hégémonie qui va être mobilisé pour réfléchir sur une question assez spécifique, qui est la question de la direction politique du prolétariat au sein d'un processus d'alliance de classe. Vous trouvez ça par exemple chez Lénine, dans le texte de 1905, qui s'appelle « Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique ». Vous avez, dans ce texte-là, Lénine qui, en gros, reproche aux mencheviks d'avoir une vision un peu bornée de la révolution bourgeoise contre le tsarisme, parce que les mencheviks considèrent que c'était à la bourgeoisie de faire la révolution bourgeoise, alors que Lénine considère qu'une révolution populaire est possible, où le prolétariat serait aussi à la manœuvre, y compris dans l'accomplissement d'une révolution bourgeoise contre le vieil ordre tsariste issu de l'ancien monde. Et donc dans ce cadre-là, le concept d'hégémonie, lorsque Lénine dit qu'il faut construire l'hégémonie du prolétariat, c'est considérer que le prolétariat est appelé à jouer un rôle non pas auxiliaire, mais dirigeant dans le processus révolutionnaire. C'est en ce sens-là que le concept d'hégémonie est mobilisé. Parce que hégémonie, ça vient du grec hégémon, et c'était quoi dans la Grèce antique, l'hégémon, c'était le nom qu'on donnait à un chef militaire et politique. Donc l'hégémonie, c'est ça d'abord, c'est une sorte de rôle un peu dirigeant. Alors en fait, la spécificité de l'analyse de Gramsci, puisque donc, comme vous voyez, le concept d'hégémonie il existe déjà avant. La spécificité de la théorie de l'hégémonie de Gramsci va consister en gros à l'extraire du seul contexte de la stratégie révolutionnaire, comme on pouvait le voir par exemple dans le texte de Lénine dont je vous ai parlé, pour en gros la réinscrire dans une théorie générale de l'État. Une théorie générale de l'État, comme le dit Gramsci, de l'État en son sens intégral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, Gramsci va reprendre et complexifier un schéma, le schéma marxiste traditionnel de ce qu'on appelle, on va dire vite, la base et la superstructure. Alors,
pas si tout le monde a ça en tête, donc je vais essayer de rappeler en gros et de façon un peu synthétique et simplifiée ce qu'on trouve dans la théorie marxiste traditionnellement à ce sujet. Chez Marx, hein, par exemple, vous avez un texte qui l'expose de façon assez synthétique. Hein, c'est l'avant-propos, la contribution l'avant-propos de la contribution à la critique de l'économie politique, texte de 1859, dans lequel Marx dit voilà, les rapports de production constituent la structure économique de la société, hein, la base réelle sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Hein. C'est le schéma marxiste, on va dire, traditionnel, classique, avec un schéma architectural, hein, donc la superstructure économique en bas, et puis en haut, vous avez un édifice avec des étages qui correspondent à la superstructure. Alors, lu de façon rapide, hein, on peut, avoir l'impression que, il y a une sorte de séparation entre la sphère économique ou la sphère de la société civile comme lieu de la production, et puis au-dessus, l'État comme, instrument de coercition. Alors justement, en gros, l'innovation de Gramsci, de ce point de vue-là, ça va être de complexifier ce schéma-là. Pour le dire de façon très simple, vous avez dans le schéma marxiste classique une maison avec un étage, un rez-de-chaussée et un étage, la structure et puis la superstructure, puis Gramsci va rajouter un étage par-dessus, ou un étage au milieu, comme vous voulez. Enfin, il va y avoir 2 étages. Puisque, je dis étage, en plus, c'est lui-même qui dit étage, hein, parce qu'il reprend cette métaphore architecturale, en disant que justement la superstructure elle-même, elle se divise en 2 grands étages, qui sont qu'il appelle la société civile et la société politique. Donc il y a toujours la sphère de la production en dessous, comme superstructure, comme structure, pardon, comme infrastructure, si vous voulez. Ça ne change pas. Et puis vous avez cette superstructure qui est complexifiée en société civile, société politique. Vous avez la société civile qui englobe tout un tas de choses, les institutions religieuses, culturelles, les partis, les syndicats, en gros tout ce qui va correspondre à ce que Gramsci va appeler la fonction de direction, de production du consentement ou encore d'hégémonie. Alors que vous avez au-dessus ce qu'il appelle la société politique, hein, qui va renvoyer plutôt aux caractéristiques traditionnelles de l'État, en son sens qu'on appelle, on pourrait dire régalien si on veut, qui en correspond à appareil administratif, policier, judiciaire, et donc tout ce qui va correspondre à la fonction de domination ou de coercition exercée par le groupe dominant. Et donc vous voyez, cette théorie de l'hégémonie, en fait, elle prend place là-dedans, donc dans cette structure à 3 niveaux, avec un rez-de-chaussée puis 2 étages, hein, la sphère de la production économique, la sphère de ce qui correspond à la société civile, qui donc est la sphère de la direction, du consentement, de l'hégémonie, et puis la sphère encore au-dessus, l'étage de la société politique, de l'État, de l'État au sens restreint, ou disons tout ce qui va correspondre à la fonction de domination ou de coercition. Donc en gros, la façon dont Gramsci va procéder, c'est une sorte d'élargissement de la définition de l'État. Élargissement de la définition de l'État, et donc il dit, voilà, l'État, hein, il fait ça avec des équations, il dit État égale société civile plus société politique, ou encore État égale dictature plus hégémonie. Dictature au sens de pouvoir de coercition, en l'occurrence. Alors évidemment, ça veut dire que du coup l'État, ce qu'il appelle l'État intégral, l'État en son sens intégral, donc qui correspond à l'équation société politique plus société civile, c'est un État qui n'est pas réductible à ses fonctions de coercition, mais qui est aussi un État qui va être éducateur, formateur, hein, qui va donc inclure la société civile elle-même en tant que la société civile est productrice d'un certain nombre ou répond, disons, à une fonction de production du consentement. Et de ce point de vue, hein, Gramsci va être celui qui va essayer de prendre en considération le rôle décisif de cet étage intermédiaire, cet étage de la société civile comme le lieu
de la production du consentement. Hein. Et une des choses que Gramsci va affirmer, c'est qu'un groupe social peut et même doit être dirigeant avant de conquérir le pouvoir de gouvernement. C'est-à-dire travailler du côté de la production de cette hégémonie ou de ce consentement avant même de s'attaquer à la prise du pouvoir d'État au sens restreint, c'est-à-dire du pouvoir de coercition au sens strict. Et donc, on va avoir à cette, disons, forme d'une sorte de corollaire, le corollaire de cette antériorité disons, logique et chronologique de la direction sur la domination, ou encore de l'hégémonie sur la coercition. Ça va être le passage d'une stratégie que Gramsci qualifie de stratégie de guerre de mouvement, c'est-à-dire celle qui vise d'abord à s'emparer des moyens de coercition, à une stratégie qu'il va appeler stratégie de guerre de position, qui va viser à construire l'hégémonie de la classe subalterne. Donc il parle de, il dit ces concepts, guerre de mouvement, guerre de position. Il reprend évidemment un vocabulaire militaire, vous voyez, qui est hérité des phases, de l'analyse des phases de la Première Guerre mondiale. Bon, vous avez ça, voilà, l'idée que entre août et octobre 1914, c'est la phase de la guerre de mouvement. Vous avez des assauts rapides, des charges frontales, etc. Et puis, à partir de novembre 1914, c'est ce qu'on appelle la guerre de position, parce que c'est les belligérants, ils creusent des tranchées, ils s'enterrent pour y tenir des positions pendant des durées très longues. Bon, exemple type, la bataille de Verdun, ça dure 9 mois, voilà, bon, ils sont là, ils sont dans les tranchées, etc. Et donc, on est pied à pied, etc., etc. Alors, je m'étends pas là-dessus, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion, mais ça suppose aussi, disons, une prise de position par rapport au débat stratégique de l'internationale communiste à l'époque, sur est-ce qu'il faut refaire la même chose que la révolution bolchevique d'octobre 17 partout, ou est-ce qu'il faut procéder différemment. Et Gramsci va dire qu'en gros, il faut distinguer ce qui a pu fonctionner dans une société comme celle de la Russie tsariste, encore, comme il dit, en Orient, et ce qui a du sens dans des sociétés d'Europe occidentale, par exemple, et où, pour le coup, la stratégie d'attaque frontale contre le pouvoir d'État, qui ne passerait pas d'abord par tout ce travail de construction d'une direction politique avant même de chercher à s'emparer du pouvoir de domination, tout ça, c'est voué à l'échec. Parce qu'il dit, voilà, évidemment, dans le cas de la Russie de 1917, on a affaire à une société civile qui est encore très peu développée, avec un appareil, disons, de production de ce consentement politique qui n'est pas du tout aussi élaboré, aussi complexe que dans les sociétés d'Europe occidentale des années 1920-1930. Et que donc on doit, pour ce contexte-là, qui est le contexte de l'Italie, mais qui est un contexte plus large de l'Europe occidentale, passer justement de la stratégie de la guerre de mouvement à la stratégie de la guerre de position, qui va supposer en gros une lutte patiente, pied à pied, pour conquérir justement des positions hégémoniques face à la classe dominante, et donc supposer de transformer préalablement un peu par étapes le rapport de force. Alors, ce qui, on pourra y revenir dans la discussion pour Gramsci, mais n'est pas une sorte d'invalidation de la stratégie révolutionnaire ou une sorte de revirement réformiste. C'est pas exactement comme ça qu'il le conçoit. C'est plutôt une réélaboration de la stratégie révolutionnaire à partir de cette refondation de la théorie marxiste de l'État. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre.
Alors, j'en viens maintenant à la deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, hein, c'est-à-dire la théorie du prince moderne et des intellectuels organiques. Parce qu'en fait, dans la mesure même où Gramsci fait de la lutte pour l'hégémonie un enjeu politique central, et donc essaye de réfléchir pour les sociétés d'Europe occidentale, notamment, à cette stratégie de la guerre de position, eh bien, Gramsci va s'intéresser aux ressorts qui permettent, disons, la construction d'une volonté collective. Et il va le faire en essayant d'élaborer ce qu'il va appeler sa théorie du prince moderne, qui est, pour le coup, une sorte de confrontation, réélaboration d'une théorie qui lui vient de Machiavel. Hein, puisque Machiavel, c'est l'auteur d'un ouvrage donc en 1513 hein, qui s'appelle Le Prince. Et Gramsci va considérer que Machiavel, c'est, disons, celui qui, le premier, dans la théorie politique moderne, a réussi à donner, disons, une forme vivante et incarnée à la réflexion politique en essayant de proposer une réflexion sur la façon dont un chef peut mener un peuple à la fondation d'un nouvel État. Bon, je résume à grands traits, hein, mais ce qui intéresse Gramsci dans l'œuvre de Machiavel, c'est que donc Machiavel est quelqu'un qui va s'intéresser et tâcher d'examiner les différentes voies qui permettent à un prince d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir, surtout. Hein, c'est la question qui intéresse beaucoup Machiavel. Et Machiavel, bon, c'est pour ça surtout que son nom est célèbre, disons. C'est quelqu'un qui, dans son analyse politique, laisse de côté les interrogations de type moral et analyse, comme il le dit, hein, un passage célèbre hein, dans Le Prince où il dit que faire de la théorie politique, ça suppose de ne pas appréhender la question politique du point de vue de l'imagination, mais du point de vue, comme le dit Machiavel, de la vérité effective de la chose. Et il y a un geste très moderne hein, chez Machiavel dans cette démarche-là. Et le discours de Machiavel, donc évidemment un discours adressé à des individus concrets, hein, un discours de conseil, hein, un discours de conseil au prince en quelque sorte, qui est adressé à des individus concrets, hein, dans le contexte florentin qui est le sien. Donc il s'adresse à un prince. Tout le projet, d'ailleurs, enfin, Gramsci voit dans Le Prince de Machiavel, disons, un ouvrage dont l'objectif politique, hein, c'est ce qui constitue le dernier chapitre du Prince, c'est une exhortation hein, à prendre l'Italie et à la délivrer des barbares. Et donc, Machiavel, de ce point de vue-là, est celui qui essaye d'exhorter un prince à assumer cette fonction-là. Hein, donc, Gramsci considère que c'est ça le cœur même de son œuvre. Comme il le dit, l'élément qui projette sur l'œuvre de Machiavel tout entière sa véritable lumière. En gros, pour le dire très très vite, Gramsci fait de Machiavel une sorte de théoricien avant l'heure de la libération nationale italienne. Il parle de jacobinisme précoce hein, pour qualifier cette démarche-là. Alors évidemment, le contexte des guerres d'Italie dans lequel écrit Machiavel est évidemment très différent de celui de Gramsci, mais Gramsci voit dans cette idée prendre l'Italie et la délivrer des barbares, hein, on peut s'en servir aussi comme une sorte de source d'inspiration pour lutter contre le fascisme. Alors les barbares, ça n'a évidemment pas le même sens que le contexte des guerres d'Italie, c'est que vous avez les puissances étrangères qui dominent la péninsule. Les barbares, quand Gramsci remobilise cette phrase dans les cahiers de prison, c'est évidemment les fascistes. Mais ce qui va, le geste en fait de Gramsci va consister à
puiser à la source machiavélienne cette démarche-là, mais en modifiant l'opérateur de cette démarche. C'est-à-dire que le prince ne va... il faut substituer en quelque sorte au prince de Machiavel ce que Gramsci appelle un prince moderne. Et ce prince moderne, ça n'est plus un individu. Ce n'est plus un individu concret, comme quand Machiavel écrit Le Prince, il le dédicace à Laurent II de Médicis, et donc il dit c'est adressé à un individu concret. Pour Gramsci, le prince moderne, ça n'est plus un individu concret, ça doit être, comme il le dit, un organisme, c'est-à-dire un élément complexe de société dans lequel a commencé déjà de se concrétiser une volonté collective et qui s'est reconnue et affirmée en partie dans l'action. Et c'est quoi cet organisme? Eh bien, c'est le parti. Pour Gramsci, le parti politique, c'est le prince moderne. Et en quelque sorte, c'est lié aussi à son analyse du haut niveau de développement de la société civile occidentale, et où Gramsci considère qu'au fond, on ne peut plus, comme, disons, dans la Florence du XVIe siècle, s'appuyer sur des sortes d'hommes providentiels qui viendraient être les porteurs d'une volonté collective. La volonté collective nouvelle, elle ne peut être portée que par un collectif qui est le parti politique. Et donc, disons, ou en tout cas, s'il y a des hommes providentiels qui vont jouer ce rôle-là, ça ne va être que pour restaurer l'ordre ancien et non pas pour porter justement un ordre nouveau. Et le rôle en fait que Gramsci va attribuer au parti politique dans le processus de construction d'une nouvelle hégémonie, eh bien, il va être étroitement lié à sa redéfinition des intellectuels. Et c'est le dernier point que je voulais évoquer, puisque Gramsci est aussi connu pour sa théorie de ce qu'on va appeler les intellectuels organiques. Qu'est-ce que dit Gramsci? Il dit, au fond, la fonction d'un parti politique, c'est de diriger et d'organiser. Et dire que la fonction du parti politique, c'est de diriger et d'organiser, eh bien, Gramsci nous dit, ça n'est pas autre chose que dire qu'il occupe une fonction intellectuelle. Et c'est ce qui fait que Gramsci va dire, avec presque une formule qui pourra sembler très, très étonnante ou presque provocatrice, il dit tous les membres d'un parti politique sont des intellectuels, de ce point de vue-là. Sont des intellectuels. Et Gramsci dit, en fait, il n'existe pas, à proprement parler, de non-intellectuels, au sens où il n'y a pas d'activité humaine dont on pourrait exclure tout à fait l'intervention intellectuelle. Et donc, dire intellectuel, au fond, c'est, de ce point de vue-là, pour Gramsci, proposer une définition purement fonctionnelle de ce qu'est un intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, que l'intellectuel se caractérise par le contenu de son activité, mais plutôt par la fonction sociale qu'il occupe. Et de ce point de vue, donc, Gramsci va opérer une distinction entre ce qu'il va appeler les intellectuels traditionnels, donc c'est les intellectuels au sens où on l'entend, nous, quand on pense, disons, aux écrivains, aux philosophes, etc., ce que vous voulez, mais il faut penser aussi au fait que Gramsci écrit dans une société italienne qui est encore très marquée par, disons, la vieille société encore un peu féodale, et que donc, quand il pense aux intellectuels, il a aussi, de ce point de vue-là, aux intellectuels traditionnels, il pense aussi aux ecclésiastiques, qui jouent un peu cette fonction-là. Et donc, il va distinguer les intellectuels traditionnels de ce qu'il va appeler les intellectuels organiques. Et pour lui, les intellectuels organiques, ce sont justement tous ceux qui vont être les maîtres d'œuvre de l'hégémonie du groupe social auquel ils appartiennent. Alors, il y a une formule que moi, je trouve assez amusante, que j'aime bien, de Gramsci pour définir les intellectuels organiques. Il dit « Les intellectuels organiques sont les fonctionnaires des superstructures ». Je trouve que c'est assez parlant, donc, les fonctionnaires des superstructures, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le rôle de commis du groupe social dominant.
tout cas d'un groupe social, qui peut être le groupe social dominant et qui peut être aussi le groupe social qui va chercher disons, à remplacer le groupe social dominant. Et donc, faut comprendre, pour bien comprendre pourquoi Gramsci dit intellectuels organiques, parce que organique, c'est au sens de l'organe, au sens de l'instrument. Voyez, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction d'instrument de construction de cette hégémonie. Et vous voyez que de ce point de vue-là, parce que bon, parfois, quand on dit intellectuel organique, on peut avoir l'impression qu'on parle du philosophe officiel de je ne sais pas quelle organisation. Ce n'est pas ça que Gramsci a en tête. Quand il parle des intellectuels organiques, il parle au fond de tous les militants d'un parti politique en tant qu'ils jouent justement leur rôle dans la construction de cette sorte de consentement. Et donc les intellectuels organiques, de ce point de vue-là, disons, ce n'est pas simplement des gens qui sont des gens de lettres ou je sais pas, des philosophes, etc. Ça va être dans le cadre du groupe social dominant, par exemple, de la classe dominante, ça va être tous les, je sais pas, les techniciens, les administrateurs, tous ces gens-là ont une fonction qui n'est pas directement comment dire, qui n'exerce pas une fonction immédiatement ancrée dans le processus de production, mais qui constitue l'auxiliaire indispensable de ce processus de production. C'est pour ça que c'est les fonctionnaires des superstructures. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans sa théorie des intellectuels organiques, Gramsci essaye de penser ce que peuvent être les intellectuels organiques de la classe dominante, mais aussi ce que peuvent être les intellectuels organiques du prolétariat, et donc de la classe révolutionnaire qui se dote d'un parti politique compris comme prince moderne permettant de construire l'hégémonie à travers une stratégie de guerre de position. Vous voyez, comme les différents aspects que j'ai évoqués depuis le début sont tous liés les uns avec les autres. Et donc, de ce point de vue-là, l'intellectuel organique du Parti communiste, tel que le conçoit Gramsci, ce n'est pas, encore une fois, une sorte de philosophe officiel qui aurait pour fonction principale de produire de la théorie. La fonction des intellectuels organiques du Parti communiste, c'est une fonction d'organisation politique. Pour le dire de façon très simple, les intellectuels organiques organisent. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre que Gramsci puisse dire que tous ses membres tous les membres du parti sont de ce point de vue-là des intellectuels. Et peut-être pour terminer, parce que j'ai déjà parlé assez longuement et pour qu'on ait le temps de discuter, il me semble qu'il y a une belle formule sur laquelle je vais m'arrêter, que Gramsci mobilise pour désigner ce que sont ces intellectuels organiques du Parti communiste qui participent à la construction de l'hégémonie du prolétariat. Il dit que ce sont des persuadeurs permanents. Et je trouve que c'est une belle façon de définir ce que peut être le rôle d'un militant politique aussi. Je pense que c'est pas inintéressant dans une conférence qui est organisée par le Parti suisse du travail, d'avoir cette réflexion aussi sur ce que ça peut être que d'être un militant politique. Je vous remercie.